J'avais 18 ans à l'époque et j'étais clairement loin d'être quelqu'un de mature ou raisonnable. Je me disputais tout le temps avec mes parents pour rien et j'en faisais toujours beaucoup plus que nécessaire. Ce jour-là avait été particulièrement tendu et mes parents ont fini par me mettre dehors pour la journée. Mais comme j'étais immature et têtue, j'ai voulu prouver un point en ne rentrant pas. Je ne savais même pas si c'était juste pour la nuit, quelques jours, ni vraiment ce que je faisais. Je n'y avais clairement pas réfléchi, j'étais juste énervée. Après avoir traîné en ville un moment, à marcher sans but et à me calmer peu à peu, je me suis rendu compte que le soleil était couché et que j'avais besoin d'un endroit où passer la nuit. J'avais des potes chez qui je pouvais dormir, j'en étais sûre, mais je savais que leurs parents appelleraient les miens et que ça empirerait la situation. Je voulais éviter ça. Encore une fois, j'étais idiot. Le premier endroit auquel j'ai pensé pour être tranquille, c'était cette vieille maison abandonnée dont je me souvenais depuis toujours. Je l'avais déjà explorée quelques années plus tôt avec des amis. En journée, elle n'était pas vraiment flippante, juste une vieille maison vide. Je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire pour la nuit, même si je ne dormais pas. J'ai commencé à m'y rendre. Elle se trouvait dans une rue de quartier normal, mais la route avait été coupée depuis des années et indiquée comme une impasse. Après cette impasse, il y avait une vieille allée envahie par la végétation qui menait à la maison. J'y suis arrivée vers 22h. Évidemment, c'était illégal, alors j'ai fait attention tout le long du trajet pour être sûre d'être seule avant de passer le portail et entrer sur la propriété. L'endroit était entouré d'arbres, donc une fois à l'intérieur, j'étais cachée. La maison était complètement enfouie dans les buissons, au point que je ne la voyais presque pas avant d'être juste devant. On aurait dit que la forêt l'avalait peu à peu, mais de ce que je pouvais voir, elle était exactement comme dans mes souvenirs. La porte cassée par laquelle j'étais entrée la dernière fois était toujours ouverte, et l'intérieur semblait presque intact. Je dois l'avouer, la nuit, c'était vraiment flippant. Il faisait très sombre, toutes les fenêtres et les autres portes étaient barricadées. J'ai compris presque immédiatement que je ne dormirais jamais là. Mais j'étais trop curieux pour partir tout de suite. Je ne savais même pas ce que je cherchais, juste quelque chose d'intéressant, je suppose. J'étais là depuis quelques minutes à peine, arrivée jusqu'à l'escalier et commençant à monter, quand j'ai entendu des craquements sur le sol en bas. Je me suis figée. C'était clairement des pas. Puis, après un silence, j'ai entendu une porte s'ouvrir quelque part près de l'entrée par laquelle j'étais passée. Un frisson m'a traversé tout le corps en réalisant que quelqu'un se trouvait juste à côté de ma seule sortie. Je suis restée immobile à mi-hauteur des escaliers, attendant de voir ce qui allait se passer. J'espérais encore que cette personne ne savait pas que j'étais là et qu'elle retournerait dans la pièce d'où elle venait pour que je puisse m'échapper rapidement. Mais encore plus angoissant que de l'entendre bouger, c'était de ne plus rien entendre du tout, comme si elle attendait. Au bout d'environ 10 minutes, mon esprit a commencé à douter. Peut-être qu'elle était repartie très discrètement, ou peut-être que je m'étais trompée et qu'il n'y avait personne. Quoi qu'il en soit, je devais sortir, même si ça voulait dire courir devant quelqu'un et foncer dehors. Je suis descendue lentement jusqu'en bas des escaliers et j'ai regardé autour du coin sans voir personne, puis j'ai avancé jusqu'au prochain angle, en regardant vers la porte ouverte. Un homme se tenait juste devant, déjà en train de me fixer. Avant même que je réagisse, il m'a ordonné de m'arrêter. Il faisait sombre, mais j'ai vu qu'il portait un uniforme. J'ai tout de suite pensé que c'était un policier. « Tu ne devrais pas être ici, gamin. Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était grave mais un peu pâteuse. J'ai répondu nerveusement que j'étais désolée et que je partais tout de suite. Il est resté immobile un moment, comme s'il réfléchissait, puis il a fait un pas vers moi. « Tu es venu seul ?» La façon dont il a posé la question m'a glacé le sang. Et en se rapprochant, j'ai remarqué que son uniforme n'était pas normal. Il était trop grand, mal ajusté, comme s'il ne lui appartenait pas. Des ombres recouvraient tout son corps, même son visage. Je ne voyais pas ses yeux, et ça rendait la situation encore plus flippante. « Je t'ai posé une question, réponds. » Sa voix est devenue plus dure. Terrifiée, j'ai répondu que oui, j'étais seule. Il s'est encore rapproché. « Et qu'est-ce que tu cherchais ici ?» J'ai secoué la tête, incapable de répondre. J'ai cru voir son visage bouger dans l'obscurité, comme s'il souriait, puis il s'est tourné et est retourné vers la pièce d'où il venait. L'intérieur était complètement noir. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. « Viens ici. » a-t-il dit, d'un ton à moitié calme, à moitié terrifiant. Je suis restée figée. Il s'est redressé et a ouvert la porte encore plus. « Allez, viens. N'aie pas peur. » Et maintenant qu'il n'était plus devant la sortie, j'ai saisi ma chance. J'ai couru vers la porte.
En passant à côté de lui, j'ai senti sa main agripper le col de mon t-shirt, m'étouffer une fraction de seconde avant de perdre prise. J'ai couru sans m'arrêter, hors des bois, à travers la ville, jusqu'à chez moi, et là, il y avait une voiture de police dans l'allée. Mes parents avaient signalé ma disparition après ne pas m'avoir vue rentrer et sans nouvelles de moi. J'étais encore sous le choc de ce qui venait de se passer, alors je n'ai rien dit. J'avais trop peur d'avouer que j'étais entrée dans cette maison, et encore plus d'avoir fui quelqu'un qui ressemblait à un policier, même si j'étais presque sûre que c'était un faux. Avec le recul, le fait que les vrais policiers ne m'aient jamais parlé de cette maison aurait dû me faire comprendre que ce n'était pas un vrai officier. Aujourd'hui, je sais que je me suis mis en danger à cause de ma bêtise. Mais je sais aussi que je n'aurais jamais dû croiser ce qui m'attendait dans cette maison. Si j'avais cru qu'il était vraiment policier et que je l'avais écouté, je ne serais peut-être jamais ressortie. Pendant environ mes 20 premières années, j'ai grandi dans une toute petite ville à la campagne. C'était calme et il ne s'y passait jamais rien. Franchement, un endroit vraiment ennuyeux, surtout quand t'es gamin, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand j'avais 17 ans, pendant les vacances d'été, mon meilleur ami Marcus et moi avons eu une idée complètement stupide. Sur un coup de tête, on a décidé d'aller voir un endroit abandonné à la sortie de la ville. Tout le monde connaissait cet endroit. Je crois que c'était la seule vraie structure abandonnée du coin. À part quelques histoires exagérées, probablement inventées, tout ce qu'on savait, c'était que c'était une vieille ferme datant du début des années 1900, posée sur un immense terrain. Les propriétaires étaient morts depuis des décennies, bien avant ma naissance. Le terrain avait été racheté par la commune, mais ils n'en avaient jamais rien fait. Ils avaient juste installé une clôture et des panneaux partout indiquant propriété de l'État, défense d'entrée. Du coup, chaque fois que tu passais sur les routes autour, tu pouvais voir cette vieille ferme délabrée au milieu d'un champ, en train de pourrir au loin. On s'ennuyait tellement que Marcus et moi, on voulait juste l'explorer. Même si c'était une mauvaise idée, on ne cherchait pas les ennuis, ni à dégrader quoi que ce soit. On a pris des lampes torches et la voiture de Marcus jusqu'à la sortie de la ville, puis on s'est garé sur le bas-côté avant de marcher environ 1 kilomètre jusqu'à la ferme. On savait que la police patrouillait parfois dans le coin. Alors au lieu de traverser directement le champ à découvert, on a longé la clôture jusqu'à l'arrière, là où ça donnait sur une zone boisée. Comme ça, on ne serait exposé que quelques minutes. Au début, c'était presque irréel de voir l'endroit d'aussi près après l'avoir observé de loin toute ma vie. Le bois était complètement usé, presque noir, sans aucune trace de peinture, avec des vignes et des mauvaises herbes qui grimpaient sur les murs. Mais étonnamment, la structure avait l'air encore assez solide. Le toit ne semblait pas s'effondrer, ni les murs. On s'est dépêché d'atteindre le côté de la maison et on a trouvé une fenêtre ouverte pour entrer. On n'a même pas essayé la porte d'entrée en supposant qu'elle était fermée et surtout pour rester discret. Je suis entrée en premier et j'ai aidé Marcus à passer. Ensuite, on est restés immobiles quelques secondes près de la fenêtre, balayant la pièce avec nos lampes et en écoutant. On voyait la poussière flotter dans les faisceaux lumineux et il régnait un silence total. Après quelques secondes, on a commencé à explorer. Le sol semblait solide, mais il grinçait et se déformait à chaque pas. Marcus et moi, on se lançait des regards en avançant. Je pense qu'on ressentait tous les deux un malaise profond maintenant qu'on était à l'intérieur. Mais aucun de nous n'a rien dit pendant les premières minutes, jusqu'à ce que Marcus chuchote soudain mon nom. « Sam, viens voir ça. C'est quoi ça ?» Il pointait le plafond. Entre les planches du plancher au-dessus, il y avait une faible lueur orange qui passait à travers les interstices. Ça n'éclairait presque rien, et on ne pouvait la voir qu'en étant juste en dessous. On était tous les deux perturbés, mais aussi curieux. Comment il pouvait y avoir de la lumière ici après toutes ces années ? On aurait dû partir à ce moment-là, mais on est monté à l'étage lentement. Là-haut, il n'y avait qu'un couloir avec plusieurs portes, sûrement des chambres. Elles étaient toutes fermées. Sauf qu'en dessous de l'une d'elles, on voyait une lumière orange plus vive qui vacillait à travers l'espace sous la porte. Encore un signe évident qu'on aurait dû partir, mais on est resté. Ce qui nous retenait, c'était le silence. Un silence total. Depuis qu'on était entrés, aucun bruit ne venait d'autre chose que nous. Dans un endroit comme ça, on aurait dû entendre si quelqu'un était là. Je me suis même approchée de la porte et j'ai collé mon oreille contre le bois. Rien. Alors j'ai tourné la poignée et ouvert lentement. Le grincement lourd de la porte a résonné dans toute la maison et mes yeux se sont écarquillés instantanément. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'étais pétrifiée. Il y avait un groupe de personnes à genoux, regroupées en cercle.
Je dirais 3 hommes et quelques bougies allumées autour d'eux. Même comme ça, je voyais à peine leur visage, juste leur silhouette au milieu de la pièce, et ils ne bougeaient pas. Même avec la porte qui grinçait et nous qui étions là depuis plusieurs minutes, ils n'ont pas réagi. Ils ne se sont pas retournés. C'était comme s'ils étaient figés ou endormis. Je les ai regardés à peine 3 secondes avant que Marcus me tire en arrière. On a dévalé les escaliers en vitesse. On courait, mais en essayant quand même de rester silencieux, je ne sais même pas pourquoi. J'avais l'impression que chaque bruit qu'on faisait résonnait 10 fois plus fort à cause de l'adrénaline. On a atteint la fenêtre, Marcus est sorti en premier, et au moment où je passais à mon tour, j'ai entendu plusieurs pas lourds courir hors de la pièce, puis dans les escaliers. J'ai littéralement plongé par la fenêtre. Ensuite, on a couru jusqu'à la forêt. On s'est arrêté un peu plus loin, juste assez pour reprendre notre souffle, quand on a entendu un gros bruit sourd venant de la ferme. On s'est dit que c'était peut-être la fenêtre qui s'était refermée violemment, mais on n'en saura jamais rien. Le retour a été horrible. On avait tous les deux mal à la tête, encore sous le choc de ce qu'on venait de voir, incapables de comprendre ce que c'était vraiment. Marcus m'a déposé chez moi, et étrangement, après quelques jours, on n'en a plus jamais parlé. Je pense qu'on voulait oublier. Après le lycée, je suis partie faire mes études ailleurs, et des années plus tard, en repassant dans le coin, la ferme avait disparu. J'espère avoir réussi à décrire correctement ce qui s'est passé parce que c'était honnêtement l'expérience la plus terrifiante de ma vie et ça le restera probablement. Ça s'est passé pendant un voyage sur la côte ouest. Mon objectif c'était de faire un maximum de randonnées avec bivouac. J'avais pris un mois entier et prévu plein de sentiers différents. Tous étaient des parcours classiques de randonnée et de camping, sauf un. Un ami à moi, lui aussi très aventurier et passionné de camping, m'avait parlé d'une vieille ville minière abandonnée qui avait l'air vraiment intéressante. Des villes comme ça, il y en a partout dans l'Ouest, à cause des ruées vers l'or à différentes époques. J'en avais déjà visité des dizaines dans ma vie, mais celle-ci était différente. Elle n'était pas dans le désert, ni sur une colline sèche et rocheuse. Elle était en pleine montagne, enfouie dans une forêt, et ça c'est extrêmement rare. Du coup, ces endroits sont presque jamais visités par des gens ou des touristes. Si tu cherches des structures abandonnées, intactes, laissées à l'état brut, c'est le jackpot. Ça avait l'air vraiment incroyable. Et en plus, c'était à seulement quelques kilomètres d'un des sentiers que je parcourais, donc ça valait clairement le détour. Une fois terminé, je pouvais redescendre tranquillement jusqu'à mon campement sur le sentier. Je suis arrivée là-bas en milieu de journée. Le ciel était couvert, ce qui donnait à la ville abandonnée une ambiance encore plus étrange. Mais c'était aussi l'un des trucs les plus fascinants que j'avais vus depuis longtemps. La forêt avait eu tellement de temps pour repousser que les petites cabanes semblaient presque faire partie du décor naturel. On voyait clairement que l'endroit était laissé à l'abandon depuis plus d'1 siècle. Et on pouvait aussi dire que presque personne n'était venu l'explorer. Il n'y avait aucun chemin tracé entre les bâtiments. Tout était figé, silencieux. J'ai traversé les premières maisons et je me suis approchée d'une qui était encore à peu près intacte. À l'intérieur, il restait même quelques meubles, une vieille chaise à bascule en bois, des étagères. J'ai continué à me balader pendant une bonne demi-heure, et plus j'avançais, plus j'avais cette sensation bizarre, comme une présence. Le genre de malaise qui te pousse à te retourner sans arrêt, à vérifier derrière toi, comme si quelqu'un pouvait t'observer. Mais je me rassurais en me disant que c'était juste l'ambiance, être seule dans une ville oubliée, en pleine forêt. C'était forcément plus oppressant que celle dans le désert que j'avais déjà vue. Au bout de la ville, il y avait une ouverture dans les arbres, et dans la paroi de la montagne, l'entrée de la mine. C'était impressionnant à quel point l'obscurité était immédiate à l'intérieur. Depuis l'extérieur, je pouvais voir peut-être 1,50 m dans le tunnel, puis plus rien, noir total. Avant d'entrer, je suis restée quelques secondes à l'entrée. Il y avait un bruit qui venait de l'intérieur. Un grondement sourd, constant, comme quelque chose qui résonnait dans tout le réseau de tunnels. C'était profondément dérangeant. Plus je m'approchais, plus j'avais l'impression que ça vibrait à l'intérieur de moi. Ça m'a donné une sensation de danger assez violente. Mes yeux aussi réagissaient bizarrement en fixant ce noir complet, comme s'ils essayaient de distinguer quelque chose, au point d'inventer des formes dans l'obscurité. J'ai fait à peine quelques pas à l'intérieur, et mon corps s'est bloqué net, impossible d'aller plus loin. J'ai fait demi-tour immédiatement. Je suis repassée rapidement à travers la ville abandonnée en jetant constamment des regards derrière moi vers l'entrée de la mine. Cette sensation d'être observée devenait de plus en plus forte.
Je n'ai même pas continué à explorer. Je suis retournée directement vers mon campement sur le sentier. Il ne restait que quelques heures de lumière, alors j'ai préparé à manger, organisé mes affaires pour le lendemain, puis ramassé du bois pour faire un feu. Je n'ai même pas essayé d'expliquer ce que j'avais ressenti là-bas, j'ai juste essayé de l'oublier. Parce que laisser la parano s'installer avant la nuit, c'est une très mauvaise idée quand t'es seul en pleine nature. Je me suis assis près du feu, remuant les braises avec un bâton, en écoutant le calme de la forêt. Je dirais que 2 heures ont passé et l'ambiance a complètement changé. J'ai commencé à entendre des bruits d'animaux. Normalement, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. Il y avait surtout un élan quelque part pas loin qui poussait des cris toutes les quelques minutes. Le son résonnait dans toute la forêt. Et il ne bougeait pas, toujours au même endroit, derrière moi, dans la direction de la ville minière. À chaque fois que je l'entendais, ça me donnait des frissons. Puis d'un coup, plus rien. Silence total pendant peut-être 15 ou 20 minutes. Je suis retombée dans mes pensées jusqu'à ce qu'un bruit sec comme une branche qui casse me fasse sursauter. J'ai tourné la tête immédiatement. Et sans raison logique, ma première pensée ça a été « quelqu'un m'a suivi ». Je ne sais pas pourquoi, je n'avais vu personne, mais au fond de moi j'en étais sûre. Quelque chose n'allait pas. Je me suis levée, essayant de scruter l'obscurité, puis au bout de quelques secondes, j'ai lâché « tant pis » et j'ai commencé à ranger mes affaires. Pendant les 5 minutes suivantes, rien. Aucun bruit, rien du tout, mais j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Et seul en pleine nature, tu peux pas te permettre d'ignorer ce genre de sensation. J'ai tout attaché, mis ma lampe frontale et étouffé le feu avec de la terre. Au moment exact où les flammes se sont éteintes, j'ai entendu des pas courir vers moi, venant précisément de l'endroit où j'avais entendu la branche craquer. Ma lampe n'éclairait pas assez loin pour voir quoi que ce soit. Alors j'ai pas réfléchi, je me suis retournée et j'ai couru. J'ai couru un moment, mais la personne ne m'a jamais suivie sur le sentier, comme si elle était restée en arrière. Et là, j'ai compris. Depuis le début, mon instinct avait raison. Quelqu'un était là, à me suivre, à m'observer. Le retour jusqu'à la voiture n'était pas compliqué, mais sans dormir, c'était éprouvant. J'y suis arrivée au petit matin et je suis sortie de cette forêt sans me retourner. J'ai raconté l'histoire à mon ami, celui qui m'avait parlé de l'endroit. Il a pensé que j'exagérais un peu, même s'il m'a avoué qu'il n'était jamais allé jusqu'à l'entrée de la mine, ni resté campé dans les environs. Il m'a aussi dit que l'élan que j'avais entendu pouvait avoir réagi à la présence de quelqu'un dans la forêt en lançant des appels territoriaux. Avec du recul, ça aurait dû être mon signal pour partir. Je fais de la randonnée depuis quelques années maintenant. Et un soir, je suis partie sur un sentier que je connaissais bien, mon préféré. Il est connu pour ses vues magnifiques, et je voulais juste faire une petite balade tranquille en soirée. Je ne comptais pas rester longtemps, alors je n'ai pris que de l'eau, quelques encas et mon téléphone. Au fil de la promenade, la température a chuté. Le soleil descendait bas dans le ciel, et je savais que la nuit allait bientôt tomber. Je comptais rester sur le chemin principal, mais j'ai décidé de couper par un raccourci qui m'aurait ramené à la voiture plus vite. Je l'avais déjà pris sans problème, mais cette fois, le sentier m'a mené dans une zone totalement différente. Les bois étaient plus denses ici, la lumière baissait vite, et je devais avoir raté un virage. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Je pensais pouvoir retrouver mon chemin. Mais à mesure que j'avançais, rien ne me semblait familier. Le sentier s'effaçait presque, à peine des traces au sol que je suivais tant bien que mal. Mon téléphone ne captait plus rien. Quand j'ai essayé d'appeler à l'aide, ce fut le classique message « aucun service ». Et là, j'ai compris. Il faisait sombre, et je ne savais plus où j'étais. Juste avant que la nuit tombe complètement, j'ai aperçu une vieille cabane plus loin. Elle semblait abandonnée depuis des années, mais elle tenait debout. La porte était entr'ouverte. Personne à l'intérieur. J'ai décidé d'y entrer. Bizarre de trouver ça ici, mais je n'avais pas trop le choix. Je me suis dit que je pourrais y passer la nuit et repartir au lever du jour. La cabane était minuscule, les murs en bois vieux, quelques meubles cassés, une table poussiéreuse et des caisses vides. Il y avait un vieux tapis qui couvrait le sol. J'ai verrouillé la porte et je me suis installée dans un coin, mon sac en guise d'oreiller. Couché sur le tapis, j'avais au moins un peu de confort. Vers minuit, j'ai commencé à entendre des bruits. Faint au début.
Ça semblait venir d'en dessous. Je me suis dit qu'un animal vivait peut-être sous la cabane. Mais plus la nuit avançait, plus j'entendais des bruits bizarres, des grattements, des frottements, comme si quelque chose se déplaçait sous mes pieds. Je ne comprenais pas vraiment, mais j'ai essayé d'ignorer ça et de dormir. Et puis, j'ai entendu des pas lourds. Quelqu'un montait vers moi depuis un niveau inférieur. Sous moi, il y avait quelque chose, une sorte de bunker ou une cave, et j'étais couché pile au-dessus d'un passage secret, sûrement caché sous le tapis. J'ai senti une poussée. Quelqu'un tentait d'ouvrir la trappe. Instinctivement, j'ai crié « Allô ?» Le bruit s'est arrêté. Et puis j'ai entendu quelqu'un dévaler l'escalier à toute vitesse, et quelques secondes plus tard, des bruits dans les bois, comme si la personne s'enfuyait. Je n'ai pas beaucoup dormi après ça. Je suis resté recroquevillé dans la cabane et espérant que le matin arrive vite. À l'aube, j'ai tenté d'ouvrir la trappe, mais elle était verrouillée. Et je n'ai pas trouvé d'autre entrée au niveau inférieur. Pourtant, cette personne avait fui par un autre passage, bien caché, que je n'ai jamais repéré. Une fois le jour bien levé, j'ai réussi à retrouver le sentier. En plein jour, c'était plus simple de s'orienter, et quelques heures plus tard, j'étais de retour sur le parking. J'ai immédiatement signalé ce que j'avais vu aux autorités. Mais quand ils ont demandé l'endroit exact, je n'ai pas su répondre. C'était trop loin du sentier principal, et je ne savais pas vraiment où j'étais. Je ne sais pas s'ils ont cherché la cabane ou le bunker. Peut-être qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux. Mais encore aujourd'hui, je me demande, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'un bunker caché sous une vieille cabane en bois, au fond des bois ? Soit c'était un survivaliste extrême, soit quelqu'un qui faisait quelque chose de vraiment louche. L'un de mes derniers étés au camp d'église, quand j'étais ado, j'ai eu une sacrée frayeur et une bonne leçon de vie. J'avais 14 ans et mon pote Tyler et moi, on s'était faufilés hors de notre cabane après l'extinction des feux. On n'avait pas prévu d'aller bien loin, juste une petite balade autour du camp. On voulait explorer un peu, parler de tout et de rien, et peut-être se faire peur. On s'ennuyait. On avait passé la semaine à randonner, nager et participer au feu de camp du soir. Mais ce soir-là, on avait envie d'un truc différent. On ne s'était pas rendu compte à quel point c'était idiot avant qu'il ne soit trop tard. On est sorti en douce, en essayant de ne réveiller personne, et on a pris le sentier vers les bois derrière le camp. Le camp était isolé, pas de maison à des kilomètres à la ronde, pas de lampadaires, juste des arbres et quelques petits bâtiments éparpillés. On connaissait plutôt bien les lieux, mais on n'avait jamais essayé de s'y repérer dans le noir complet. On a erré un moment, en parlant et en rigolant dans le noir. On pensait revenir avant que quiconque remarque notre absence, mais en rebroussant chemin, le camp ne ressemblait plus à ce qu'on connaissait. Le sentier par lequel on était venu ne nous semblait plus familier. Les lumières des cabanes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Les ombres des arbres étaient plus épaisses, comme si elles se refermaient sur nous. Tyler et moi avons accéléré le pas, mais ça ne faisait qu'empirer. Plus on avançait, plus on se perdait. Le sentier avait changé. Il tournait d'une manière étrange. Les arbres semblaient plus grands et le chemin plus étroit. C'était comme si la forêt était vivante, mouvante autour de nous. On a tenté de revenir sur nos pas, mais c'était inutile. On a commencé à flipper. Tyler disait qu'on allait retrouver notre route, qu'il suffisait de continuer, mais moi j'y croyais de moins en moins. Je repensais à toutes les histoires flippantes qu'on avait entendues au coin du feu cette semaine-là. Des campeurs perdus, des bruits étranges dans les bois, des légendes anciennes que personne ne croit vraiment, mais qui vous rendent quand même nerveux. Au bout d'une heure, on s'est arrêté. La forêt était dense, et la lumière de la lune passait à peine à travers les branches. Tout était silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Et c'est là qu'on l'a entendu. Un bruit au loin, des pas, le craquement des feuilles mortes et des branches. Quelqu'un marchait, mais pas normalement, comme s'il traînait des pieds. On n'a rien dit, mais on savait qu'on devait bouger, et vite. On a repris notre marche, mais cette fois avec urgence. Il fallait qu'on rentre avant que, quoi que ce soit, là-bas, nous rattrape. Enfin, on a vu une lumière de cabane, faible mais visible entre les arbres. On s'est précipité vers elle, en évitant de trébucher sur les racines ou les pierres. On a fini par sortir de la forêt et tomber sur le sentier principal, juste devant le feu de camp. Quand on est rentré à la cabane, on n'a pas dit un mot.
Personne n'avait remarqué notre absence. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé cette nuit-là, mais on a ressenti que quelque chose clochait. Ça paraît inventé, mais on aurait dit que la forêt changeait, qu'elle voulait nous garder. Le plus étrange, c'est que j'avais ma montre, et d'après elle, on était dehors depuis 1h30, peut-être 2. Pourtant, en rentrant, l'horloge de la cabane disait que seule une demi-heure s'était écoulée. On n'a plus jamais exploré dans le noir après ça. The meeting at the observatory. If they learn. So, since we have two demons inside of us, then all of Scopus if we will had hunt you sex, down. would it be an orgy? Go. Because The we blade will should have to count wait. as 3? Ultima, yeah, I think it's because we're missing a cutscene. They merge. In fact, I find that Diablo is very good at telling a story with their cutscenes. But when we go a while without their cutscenes, the game... Like, for example, there was a cutscene I will never forget in Diablo 4.